Chapitre 27 Anywhere out of the world. N'importe où, hors du monde. Poème de Charles Baudelaire. Citation de Charles Aznavour. Que me reste-t-il de t'avoir aimé? Reste que ma voix sans écho soudain. Reste que mes doigts qui n'agrippent rien. Reste que ma peau qui cherche tes mains. Et surtout la peur de t'aimer encore, demain presque mort. Hôpital Lennox, 3h58. Pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire éclairait le visage de Claire Giuliani. L'opération s'était remarquablement bien passée. Elle avait ouvert la boîte crânienne afin d'évacuer l'hématome de Martin. L'intervention se terminait. Elle regarda le moniteur, les constantes étaient bonnes, le jeune Français avait une constitution vraiment solide. Claire était contente. Son iPod branché sur des enceintes diffusait une chanson de Bob Marley. Zone des départs, 3h59. No Woman, No Cry de Bob Marley passait à plein volume dans les enceintes de l'aérogare. Martin déambulait devant le mur de verre qui donnait sur les pistes bordées de balises lumineuses. Les aires de stationnement s'étalaient à perte de vue, accueillant des dizaines d'avions identiques. Des longs courriers quadri-réacteurs à double pont, dont la chorégraphie régulière était orchestrée par une immense tour de contrôle aux parois bleutées. Habité par une faim de vivre et une confiance retrouvée, Martin repassait dans sa tête le film de ces 6 derniers mois. Depuis son premier affrontement avec Archibald sur un pont de Paris, jusqu'à l'étrange discussion de cette nuit dans ce bar d'Out of the World. 6 mois pendant lesquels il avait vécu sans en prendre conscience une mue violente qui l'avait fait devenir un homme. Cette dernière conversation l'avait libéré de ses peurs. Désormais, il se sentait adoubé, investi d'une mission. Dans ce long couloir tapissé de lumière, il serrait dans la main sa nouvelle carte d'embarquement léguée par Archie. Son sésame, son bond de retour vers la vie et l'amour. Dans ce long couloir tapissé de lumière, il avait envie de courir et de crier son soulagement. Dans ce long couloir tapissé de lumière, il revivait. Zone des départs, 4h21. Le restaurant était vide, on avait éteint tous les lustres de la grande salle. La faible clarté qui s'élevait des plaintes créait une ambiance de boîte de nuit silencieuse, désertée par ses danseurs. Recroquevillé sur sa banquette, des mèches de cheveux collées sur son visage défait, Lydie dormait d'un sommeil agité. Martin la couvrit de sa veste avant de s'asseoir dans le fauteuil en face d'elle. Elle avait 14 ans, il en avait bientôt 35. Elle aurait pu être sa fille. Il ne la connaissait que depuis quelques heures, mais il se sentait des devoirs envers elle. Il alluma une cigarette qu'il fuma silencieusement en fermant les yeux. L'enfance. Son enfance à lui. Les souvenirs affleuraient, ni bons ni mauvais. Un écho qu'il aurait voulu lointain mais qui résonnait toujours fort. La banlieue, Évry. L'ambiance parfois carcérale de la cour de récré. Pour être en accord avec lui-même, il avait toujours pris la défense des plus faibles, au risque parfois de le payer très cher. Mise à l'écart, rétorsion, reconnaissance inexistante de ceux qui l'avaient aidé. Mais il n'avait eu aucun mérite à le faire. Que le plus fort protège le faible au lieu de l'opprimer ou de l'ignorer, il portait ça en lui comme un idéal de fraternité. Un idéal qui l'avait toujours guidé et lui avait permis, même aux heures les plus sombres de son métier, de se regarder dans la glace sans détourner les yeux. Zone des départs, 4h35. Archibald pressa le pas. Le sol était lisse et argenté comme un miroir. Il avait déjà parcouru des kilomètres.
Mais où qu'il aille, l'aérogare lui donnait l'impression de se dupliquer à l'infini. Il avait traversé une succession de halls, emprunté une dizaine de tapis roulants, parcouru plusieurs galeries marchandes, rien n'y faisait. Impossible de s'éloigner durablement de ces baies vitrées, immenses et transparentes, qui abolissaient la séparation entre le bâtiment, le ciel et la mer. Comme celui de Hong Kong, l'aéroport semblait émerger d'une île artificielle. Tout y était épuré, moderne, trop neuf, telle une construction attendant son inauguration. Archie regarda l'heure sur les écrans d'affichage et crispa la main sur sa carte d'embarquement. Il ne lui restait que quelques heures avant le départ, mais depuis qu'il s'était réveillé dans cet endroit hors du monde, une évidence s'imposait à lui. Peut-être était-il naïf, peut-être faisait-il fausse route, mais il devait aller au bout de son idée. Chaque fois qu'il croisait un permanent de l'aéroport, vigile, serveur, commerçant, personnel d'entretien, il s'arrêtait pour lui poser la même question. Au début, il avait fait chou blanc, mais la vendeuse de macarons du stand La Durée l'avait orienté sur une piste. Elle lui avait rendu espoir. Il sentait qu'il approchait de l'heure de vérité, de ce moment qui pourrait racheter tous les autres. Après tout, au milieu de son lot de misère, la vie réservait parfois de vrais instants de grâce. Pourquoi la mort serait-elle différente? Zone de départ, 6h06. Lydie fut réveillée par l'odeur du cacao. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le jour se levait sur les pistes. Le soleil n'allait pas tarder à darder ses premiers rayons dans un ciel encore rose et violacé. Malgré une nuit de sommeil, elle n'était pas très vaillante. Les habits froissés, les cheveux emmêlés, les ongles rongés jusqu'au sang. Elle se frotta les paupières, mit un moment à réaliser où elle se trouvait, et regarda avec terreur l'horloge murale, puis l'écran de verre translucide qui affichait le programme des départs. Elle fouilla dans sa poche pour en sortir son billet d'avion. Départ, zone des départs. Destination, mort. Date, 26 décembre 2008. Heure, 9h. Siège, 6B. Plus que 3 heures. Plus que 3 heures avant la... Yaourt grec, framboise fraîche, litchi, pain grillé et un bon chocolat chaud, lança Martin enjoué, en posant sur la table un plateau de petit déjeuner. Il lui sourit, s'installa à côté d'elle sur la banquette et lui beurra une tartine. Elle but une gorgée de cacao avant de croquer à belles dents la tranche de pain grillé. On ne vivait pas que d'amour et d'eau fraîche, même dans la zone des départs. « Tiens, le facteur est passé, plaisanta-t-il en lui tendant une enveloppe. Le regard indécis, elle restait immobile, tenant la missive entre les mains. « Eh bien, ouvre !» Elle décacheta l'enveloppe pour y trouver un nouveau billet d'avion. Départ, zone des départs. Destination, vie. Date, 26 décembre 2008. Heure, 7h05. Siège, 32F. L'heure du départ est avancée, expliqua Martin, mais la destination n'est pas la même. Ça veut dire que je ne vais plus mourir? Demanda-t-elle pleine d'espoir. Non, Lydie, tu ne vas plus mourir. Sa lèvre trembla, sa gorge se serra. Mais comment? C'est Archibald, expliqua Martin, l'homme qui était là avec nous hier soir. Il a laissé son billet pour toi. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il est très malade et qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Je ne l'ai même pas remercié. Je l'ai fait pour toi, la rassura-t-il. Des larmes affleurèrent dans les yeux de l'adolescente. Et vous? Ne t'inquiète pas pour moi, répondit Martin en se forçant à sourire. Par contre, j'ai besoin que tu me rendes un service. Un service? Demanda-t-elle en s'essuyant les yeux avec sa manche. Tu m'as bien dit que tu vivais à Pacific Heights.
Oui, confirma-t-elle, juste derrière Lafayette Park. Alors, si nous sommes vraiment dans le coma, tu vas te réveiller à l'hôpital Lennox. C'est là qu'on m'a conduite lorsque je me suis ouvert le menton en jouant au basket. Elle désigna une très fine cicatrice qui partait de la commissure de ses lèvres. « Waouh !» s'extasia Martin, « tu n'as pas eu trop mal ?»« Non, je suis une dure, » dit-elle avec une certaine fierté. Il lui fit un clin d'œil et lui expliqua ce qu'il attendait d'elle. « Lorsque tu seras en état de parler, tu demanderas à voir une femme qui s'appelle Gabrielle. »« C'est un médecin ?»« Non, c'est la femme que j'aime. » Elle ne put réfréner sa curiosité. « Et elle vous aime ?»« Oui, » hésita-t-il. « Enfin, c'est compliqué, tu sais ce que c'est, hein ?» « Ouais, les histoires d'amour, ça reste complexe, même quand on est adulte, n'est-ce pas ?» Il approuva de la tête. « Oui, c'est toujours la même galère, sauf qu'un jour c'est à la fois la bonne personne et le bon moment, alors il paraît que tout devient simple et limpide. » Elle hocha la tête. « Et Gabrielle, c'est la bonne personne ?» « Oui, » sourit Martin. « Et c'est le bon moment aussi. »« Qu'est-ce que je dois lui dire ?» Hôpital Lennox, 6h15. Docteur, on a un problème avec notre patient mystère. Elliot prit les résultats du scanner hépatique que lui tendait l'infirmière. Archibald avait une hémorragie au niveau du foie. Il chaussa ses lunettes, la plaie était profonde, causant un épanchement abondant derrière le lobe droit. Comment était-ce possible? Il n'avait rien suspecté lors de la première intervention quelques heures auparavant. Il fallait le rouvrir d'urgence, même si une nouvelle laparotomie risquait de le tuer. Eh merde! Zone des départs, 6h56. Hé, Lizzie! Devant la porte numéro 6, la file des passagers se raccourcissait au fur et à mesure que progressait l'embarquement de ceux qui avaient la chance de revenir. La jeune fille se retourna. Martin l'avait rattrapée pour lui dire une dernière chose. « Plus de conneries, ok ?» Elle baissa la tête. Martin continua. « La mort au rat, le désherbant, les poignets ouverts, les médocs, tu oublies. D'accord ?»« D'accord, » dit-elle en esquissant un sourire. « Le premier depuis longtemps. » Et puis, ne te bile pas, l'amour c'est formidable, mais il n'y a pas que ça dans la vie. « Ah non ?» demanda-t-elle sérieuse. « Si, il n'y a que ça qui compte, que ça qui soit vraiment important, » pensa-t-il. Mais il choisit de se montrer rassurant. « La famille, les amis, les voyages, les livres, la musique, les films, c'est pas mal non plus, hein ?»« Oui, » concéda-t-elle sans enthousiasme. L'adolescente était à présent la seule à ne pas avoir embarqué. « Allez, bon voyage !» lui dit Martin en lui mettant une petite tape sur l'épaule. « À bientôt !» demanda-t-elle en tendant sa carte à l'hôtesse. Il lui sourit et lui adressa un ultime signe de la main. Puis elle disparut. 7h06. Claire Giuliani se pencha par la fenêtre de sa voiture. « Vas-y, Pépé, avance !» cria-t-elle à l'intention du conducteur de la grosse berline qui se traînait devant elle. Sa coccinelle mauve était bloquée dans les embouteillages. « C'est pas vrai, 7 heures du matin, le jour de Noël, est déjà des bouchons !» explosa-t-elle. En plus, il pleuvait des cordes, et sa vieille guimbarde n'aimait pas l'eau. L'habitacle enfumé était saturé par les accords de guitare des Doors et les beuglements alcoolisés mais géniaux de Jim Morrison sur une version pirate de L.A. Woman. Au beau milieu de la chanson, un musicien eut l'idée saugrenue de jouer un air au clavecin de Mozart. Claire écrasa sa cigarette en fronçant les sourcils. Non, ce n'était pas dans la chanson, c'était simplement son téléphone portable. Au bout du fil, son infirmière préférée, à qui elle avait laissé des instructions pour être prévenue de l'évolution de la santé de ses 2 patients.
Visiblement, l'état de Martin Beaumont s'était dégradé brutalement. Les résultats du scanner faisaient apparaître une hémorragie non contrôlée au niveau du pancréas. Étrange. Sur le scan de cette nuit, les lésions ne lui avaient pas semblé si importantes. Il fallait le rouvrir. Mais combien de temps l'organisme de cet homme résisterait-il à un tel traitement? Hôpital Lennox, salle de réa, 7h11. Globules rouges, leucocytes, plaquettes, plasma, le sang. Le sang sali et empoisonné d'une gamine de 14 ans. Depuis plusieurs heures, le liquide rouge était pompé par le dialyseur pour être débarrassé de ces substances toxiques avant d'être restitué une fois épuré dans les veines de Lizzie. Un traitement de choc, reproduisant en un temps record ce que les reins auraient dû faire en 2 jours. Allongée, les yeux clos, l'adolescente avait subi une épuration intestinale. On lui avait donné du charbon activé et de fortes doses de vitamine K1 pour assainir son sang dont la coagulation était bloquée par la mort au rat. Désormais, sur le moniteur, les constantes étaient bonnes. Désormais, plus rien ne s'opposait à ce que Lizzie ouvre les yeux. Et c'est ce qu'elle fit. Hôpital Lennox, salle d'attente des urgences, 7h32. Gabrielle inséra 2 pièces de monnaie dans la machine à café. Elle n'avait pas dormi depuis 48 heures. Les oreilles bourdonnantes, les jambes en coton, le corps parcouru de frissons, elle ne savait même plus si c'était le jour ou la nuit, midi ou minuit. Elle avait discuté avec Elliot, qu'elle connaissait depuis longtemps, et avec cette chirurgienne qui s'occupait de Martin. Les 2 médecins ne lui avaient guère laissé d'espoir. « Vous êtes Gabrielle ?» Les yeux dans le brouillard, elle se retourna pour se retrouver face à un homme d'à peu près son âge, les vêtements aussi fripés, le visage aussi creusé et les yeux aussi fatigués, sauf qu'une lueur de soulagement éclairait son regard. « Ma fille Lizzie vient de sortir du coma après une intoxication, expliqua-t-il. Et la première chose qu'elle a réclamée, c'est votre présence. »« Pardon ? » ?»« Elle prétend avoir un message pour vous. »« Il doit y avoir erreur, je ne connais pas de Lizzie, » répondit-elle laconiquement, toujours murée dans sa douleur. Il tenta de la retenir, la suppliant presque. « Ces 3 dernières années, depuis la séparation d'avec ma femme, je crois que je n'ai pas vu ma fille grandir. En tout cas, je suis certain de ne pas lui avoir assez parlé, ou plutôt de ne pas l'avoir assez écoutée. Je crois que nous sommes prêts, elle et moi, à essayer de dialoguer, de nous faire davantage confiance. Elle m'a fait promettre de tout faire pour vous conduire jusqu'à elle, alors je me permets d'insister. Accordez-lui quelques minutes, s'il vous plaît. » Gabrielle fit un effort surhumain pour sortir de son apathie. « Vous dites qu'elle a un message pour moi ? » ?»« Oui, un message d'un certain Martin. » Hôpital Lennox, bloc 1 et 2, 7h36. Elliot ouvrit l'abdomen d'Archibald par une large incision allant du pubis au sternum. Claire incisa la paroi abdominale de Martin. « Fais-moi voir ce que tu as vraiment dans le ventre, handsome. » Note beau mec. Elliot compressa le foie avec ses 2 mains, inspectant chaque lésion et essayant de stopper l'hémorragie. Ça pisse le sang de partout là-dedans. Tamponnement, hémostase, drainage. Claire fit tout son possible pour stabiliser son patient. La plaie était profonde et saignait abondamment. Elliot écarta les berges pour débrider ce qui pouvait l'être, puis il entreprit un triple clampage dans l'espoir de pouvoir suturer la brèche au fil résorbable. À travers ses lunettes de chirurgien, Claire essayait d'évaluer la blessure et ce qu'elle voyait l'inquiétait. Elle suspectait une rupture du virsung associée à une lésion duodénale. « T'es pas verni, hein ?» Pour l'instant, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Une fois qu'il serait complètement stabilisé,
Il faudrait l'ouvrir une troisième fois et tenter une chirurgie digestive lourde. Mais serait-il encore vivant d'ici là? Elliot s'activait, mais il sentait qu'Archibald ne gagnerait pas son dernier combat. On l'avait déjà beaucoup transfusé, et il avait enduré bien plus que ce qu'un corps humain pouvait supporter d'ordinaire. L'âge, la maladie, les blessures multiples, les organes qui lâchaient de tous les côtés. Lorsque le corps atteint ses limites, lorsque la vie s'en va, peut-on faire autrement que de la laisser partir? Hôpital Lennox, salle de réa, 7h40. Ton père m'a dit que tu voulais me parler. Oui. Lydie avait la gorge serrée et le teint diaphane. Elle regardait Gabriel avec un mélange de fascination et de compassion. « J'étais là-bas avec eux, commença-t-elle. « C'est où là-bas? C'est qui, eux? » demanda Gabriel d'un ton froid. « J'étais avec Martin et Archibald dans le coma. »« Tu étais dans le coma? En même temps qu'eux? » corrigea Gabriel. « Non, persista Lydie avec force malgré sa voix encore faible. J'étais avec eux, je leur ai parlé, et Martin m'a demandé de vous transmettre un message. » Gabriel leva la main pour l'empêcher d'en dire davantage. « Écoute, je suis désolé, tu dois être très fatigué et un peu perturbé par ce qui t'arrive. Mais je ne crois pas en ces choses. »« Je sais. Martin m'a prévenu que vous ne me croiriez pas. »« Et alors ?»« Alors, il m'a fait apprendre une phrase par cœur. « Cher Gabriel, je voulais simplement te dire que je repars demain en France. Simplement te dire que rien n'aura plus compté pour moi que les quelques moments passés ensemble. » Gabriel ferma les yeux, tandis qu'un frisson glacé lui parcourait l'échine. La première phrase de la première lettre, celle par laquelle tout avait commencé. « Martin m'a chargé de vous dire qu'il avait changé, » continua Lydie, « qu'il avait compris certaines choses et que votre père était quelqu'un de bien. » Malgré la douleur, Gabrielle n'était pas prête à tout accepter, mais elle devait se rendre à l'évidence. Les propos de cette jeune fille n'étaient pas pure divagation. « Il t'a dit autre chose ?» demanda-t-elle en venant s'asseoir à côté d'elle sur le bord de son lit. À présent, Lydie grelottait sous son mince pyjama d'hôpital. Elle baissa les paupières pour mieux se concentrer. « Il ne veut pas que vous soyez inquiète pour lui. » Dans un geste maternel, Gabrielle remonta le drap et repoussa une mèche de cheveux collée sur son visage. « Martin prétend qu'il va trouver un moyen de revenir. » Lydie parlait de plus en plus difficilement. « Lorsqu'il ferme les yeux et qu'il vous imagine tous les deux, plus tard, il a toujours en tête les mêmes images, du soleil et des rires d'enfants. » Gabrielle en avait assez entendu. Elle caressa le front de l'adolescente pour lui faire comprendre qu'elle pouvait se reposer maintenant. Puis elle se leva. Comme une somnambule, elle sortit de la chambre et traversa plusieurs couloirs avant de s'écrouler sur une chaise, la tête entre les mains. Au milieu de son esprit embrumé, une voix se fraya un chemin. Une voix proche et lointaine venue du passé, qui lisait les phrases d'une lettre vieille de près de 15 ans. « Je suis là, Gabrielle, de l'autre côté du fleuve. Je t'attends. Le pont qui nous sépare peut sembler en mauvais état, mais c'est un pont solide construit avec des rondins d'arbres centenaires qui ont bravé les tempêtes. Je comprends que tu aies peur de le traverser, et je sais que tu ne le traverseras peut-être jamais. Mais laisse-moi un espoir. » Elle se leva brusquement. Sur son visage, la détermination avait remplacé la peur. Si ce que Lydie lui avait raconté était vrai, il y avait peut-être une personne qui pouvait aider Martin et Archibald. Elle appela l'ascenseur pour rejoindre le parking souterrain où était garée sa voiture. Elle attendit quelques secondes, puis, impatiente, dévala les escaliers le cœur battant.
Tu vas voir, Martin Beaumont, si j'ai peur de traverser ce pont. Tu vas voir si j'ai peur de venir te chercher. Zone des départs, 7h45. Archibald continuait à avancer dans la zone, toujours plus vite, toujours plus loin. Plus il avançait, plus la zone se dépouillait. Le sol était toujours plus brillant, les vitres toujours plus fines et transparentes, les couloirs toujours plus longs, inondés d'une lumière qui vous donnait le tournis. À présent, il savait que ce territoire n'était plus dangereux, car il en avait passé les épreuves et déjoué les pièges. La zone n'était pas le lieu où tout finit, mais le lieu où tout commence. La zone n'était pas un lieu de hasard, mais de rendez-vous. La zone était un lieu où convergeaient le passé, le présent et le futur. Un lieu où la foi remplaçait la rationalité. Un lieu où l'on passait de la peur à l'amour. 8h01. Une pluie tenace, entremêlée d'éclairs et de coups de tonnerre, s'abattait sur la ville depuis plusieurs heures. Gabriel avait remonté la capote de son cabriolet, mais la violence de l'orage noyait le pare-brise sous un déluge que les essuie-glaces de la vieille Ford Mustang peinaient à évacuer. La jeune femme avait beau connaître la route par cœur, elle dut se concentrer pour ne pas rater la sortie 33 qui menait à un quartier sans charme de la banlieue sud où l'on avait regroupé certains immeubles administratifs. Elle se gara sur le parking en plein air d'un bâtiment grisâtre d'une dizaine d'étages, le centre de soins Mount Sinai. Dans le hall, l'hôtesse l'accueillit par son prénom et lui donna un badge visiteur. Gabriel la remercia et prit l'ascenseur pour le dernier étage, celui des patients à l'hospitalisation de longue durée. Depuis presque 15 ans, ces gestes répétés une fois par semaine étaient devenus mécaniques. La dernière chambre du dernier couloir portait le numéro 966. Gabriel entra dans la pièce et s'avança vers la fenêtre pour relever le store et laisser entrer la lumière grise du dehors. Puis elle se tourna vers le lit. « Bonjour, maman. »